Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous réalisons l'interview de Madame Signol, qui est chercheur au Sherpa de Sciences Po Ex. Et aujourd'hui, nous allons parler des médias et surtout leur place en Palestine, qui est, je crois, votre thème, votre sujet de thèse. C'est bien ça ? Tout à fait, ouais. Très bien. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la vision des médias internationaux sur la question palestinienne ? Oui. Alors pour ce qui est de la période la plus contemporaine, moi j'ai commencé à travailler en Palestine au moment du processus de paix, en fait, dans la décennie 90. Je travaille encore évidemment dessus, donc avec un changement de contexte politique dans les années 2000, en gros avec la reprise de la violence armée entre Israéliens et Palestiniens. Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde ce qu'on donne à voir les médias, c'est dans la décennie du processus de paix, une focalisation très importante sur où on en est des négociations de paix, qu'est-ce qui se raconte dans les négociations de paix, et du coup une approche vraiment par les grands hommes, on va dire, et côté israélien et côté palestinien, et les médiateurs internationaux. Ça, c'était une version. Et on donnait aussi à voir beaucoup les obstacles à la paix. Donc ça pouvait être parfois la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie, enfin les obstacles et les avancées en fait. Ça a été aussi dans le même sens mais en termes positifs, le retrait des colonies israéliennes de la bande de Gaza en 2005 par exemple. Mais en gros quand même on focalisait davantage sur les obstacles et notamment dès qu'il y avait un attentat justement durant cette période de paix, eh bien, c'était l'occasion justement de remettre sur l'actualité médiatique la question Israël-Palestine et négociations qui était un peu oubliée du coup tant qu'il n'y avait pas de recrudescence de la violence armée. Et moi, je dois dire que du coup, je suis partie en Palestine pour la première fois en 1996. J'y ai résidé jusqu'en 2005 et c'est une des choses qui m'a le plus surpris, ce décalage, puisque moi-même j'avais ces idées reçues un peu sur la Palestine. En tout cas, quand je suis partie, j'avais l'impression qu'il y avait un processus de paix, déjà, et avec de chaque côté deux partenaires, et notamment Yasser Arafat, donc côté palestinien, qui était assez à la fois légitime et vu comme tel par sa population pour mener ce processus. Et dès 1996, et puis très vite quand j'ai commencé mes recherches de thèse, alors qui portaient sur justement le processus de construction de l'État en Palestine, à travers une approche locale en fait, je me suis rendu compte du grand écart entre ce que les médias donnaient à voir de la paix uniquement au travers finalement des grands dossiers négociés et comment la population sur place la vivait. Et plus on est allé vers les années 2000, plus les populations palestiniennes, puisque moi j'habitais dans le territoire palestinien, considéraient qu'il n'y avait pas de paix. Donc il y avait une espèce de dichotomie entre ce que les Palestiniens vivaient au quotidien, qui était beaucoup d'obstacles sur leur mobilité de déplacement, parce qu'il y avait des checkpoints, des barrages militaires israéliens qui arrêtaient les populations, beaucoup quand même de contrôle, de manière générale, de papiers, d'identité, d'interdictions à construire, etc. Et donc leur quotidien vraiment avait pas vraiment beaucoup changé par rapport à la période de l'occupation d'Israël. Et puis côté français ou international, il y avait l'espoir que ce processus de paix aboutisse, etc. Alors que sur le terrain, on voyait vraiment que sur le plan territorial, au contraire, la situation s'aggravait. Merci. Et maintenant, une seconde question. Vous avez parlé des médias occidentaux comme occultant une partie de la réalité. Et du coup, avec l'avènement du scoop, etc., est-ce qu'on peut dire que le traitement de l'information sur le conflit israélo-palestinien est d'une part biaisé et deuxièmement, est-ce qu'on ne verrait pas que les aspects violents de ce conflit ? C'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est effectivement quand même le sentiment que j'ai de focaliser uniquement sur les épisodes de violence politique, notamment quand la violence est le fait des Palestiniens, parce que c'est des attentats, etc. Quelque part, ça gomme, parce que de la violence, il y en a des deux côtés, si on peut dire, sans justement essayer de distribuer les responsabilités de part et d'autre, mais il y a quand même une situation d'occupation, de domination politique et militaire, y compris donc pendant les soi-disant négociations de paix, que du coup, moi, j'ai vécu, comme tous les Palestiniens présents sur place, dans les années 96-97, qui explique que la population palestinienne s'est rebellée
contre et ses dirigeants, qui sont accusés d'avoir mal négocié la paix, et contre les Israéliens, notamment les soldats. Et donc, ce côté domination, il est structurel, il est permanent. Et je ne vais pas dire qu'il est invisible, parce que pour le coup, quand on vit sur place, on voit les barrages militaires, on voit les refus. Voilà, on a sans arrêt des décisions de refus de travailler là, de construire tel hôpital là, etc. Mais effectivement, de loin, de Paris, de Washington, etc., on ne voit pas ça. Par contre, quand il y a une bombe, etc., et des morts, et ben voilà, là, toutes les caméras internationales arrivent et focalisent sur ce plan-là. Donc oui, c'est vrai que ça donne une part biaisée, à la fois parce que ça focalise sur la violence. Alors, il n'y a pas que de la violence non plus dans cette société, il n'y a pas que des relations conflictuelles entre Israéliens et Palestiniens. Voilà, en tout cas à l'époque du processus de paix, beaucoup d'Israéliens, y compris juifs israéliens, allaient par exemple se faire soigner côté palestinien pour les dents parce que en Israël c'était plus cher, ou aller faire leur marché. Enfin, comme de l'autre côté, beaucoup de Palestiniens étaient employés comme ouvriers pour la production agricole en Israël. Enfin, voilà. Donc la vie quotidienne des Palestiniens, c'était pas juste de diaboliser l'Israélien et inversement. Mais ça, voilà, c'est un aspect sur lequel les caméras internationales ne focalisaient pas. Après, il faut pas non plus tout généraliser. Il y a quelques journalistes. Donc quand il y a un événement comme ça, ce sont effectivement les envoyés spéciaux qui sont envoyés depuis les capitales européennes pour filmer. Ils ne connaissent pas forcément la réalité et puis ils viennent filmer effectivement un épisode, ils repartent un jour après avec la dimension scoop. Mais il y a aussi certains journaux ou même télévisions, etc., françaises ou européennes, qui ont des correspondants sur place, français, enfin voilà, expatriés, ou qui fonctionnent avec des correspondants étrangers et qui là peuvent davantage faire des reportages un peu et justement rendre compte de quelque chose qui est plus proche quand même finalement à la fois des opinions des gens, de la représentation qu'ils ont de l'autre, israélien ou palestinien, et puis de l'évolution surtout de leurs opinions politiques qui sont dans ces contextes-là changeantes et très vite. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre analyse éclairée sur la situation. Je crois que vous avez sorti récemment un ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je viens de sortir un ouvrage collectif avec Bernard Botivo, qui est d'ailleurs la personne qui m'a accueilli en Palestine, un Français du Centre national de la recherche scientifique, qui était en poste en Palestine quand moi j'y suis arrivée, et un collègue colombien, Hernando Salcedo Fidalgo, qui s'appelle La Diagonale des Suds, monde arabe, Amérique latine, et qui compare un peu les régimes autoritaires dans ces deux aires culturelles, mais aussi les relations diplomatiques qui sont de plus en plus fortes entre des États sud-américains qui soutiennent l'autorité palestinienne, par exemple. Voilà.